Bonjour à tous, chers responsables des ONG, bienvenue à ce second webinaire qui va porter sur concevoir son budget. J'animerai ou je co-animerai ce webinaire avec mon collègue que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Ici, c'est Jérémy Sebria. Donc, je vais co-animer la session d'aujourd'hui avec mon collègue Rémi. Euh, Très bien, merci Jérémy. De l'autre côté, pour assurer la partie technique, l'enregistrement et voilà, le recueil des questions et tout ça, je laisse Maëlys. Oui, bonjour à tous. Je suis Maëlys Clerté. Je travaille chez ID et je vais aujourd'hui prendre les notes et gérer tout ce qui est le côté technique. Donc, si vous avez des soucis de son, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat et vous pouvez aussi noter vos questions au fil du webinaire dans le chat que je prends en note et nous y répondrons à la fin. Merci. En tout cas, Très bien. Merci Maëlys, merci Jérémy. Et donc, moi-même, c'est Rémi. Oui, moi, c'est Rémi Ouezé, donc responsable de programme à initiative développement. Alors, comme vous le savez, nous avons planifié ce second webinaire sur concevoir son budget. Mais avant de dérouler ce webinaire, il me paraît opportun, sauf si vous avez des objections, que nous fassions un retour rapide sur le webinaire passé, puisque j'ai compris que certains nous ont rejoints une heure de temps après parce qu'ils se sont trompés sur l'heure de démarrage. Évidemment, le support de ce webinaire est déjà en ligne sur le site de l'ambassade de France, donc ils peuvent le parcourir. Mais à titre pédagogique, je voudrais qu'on revienne sur certains éléments de ce webinaire. Donc, en peut-être 10 minutes, revenir rapidement sur certains éléments de ce webinaire passé. Donc, alors, commencez d'abord par les informations génériques. Vous dit que le dépôt des dossiers, vous devez le faire avant le 20 novembre à 18 h. Comme ça, si jamais il y a un souci, vous avez la possibilité de toujours le renvoyer avant la date limite. Le dépôt, il se fait essentiellement de façon électronique par 3 moyens. Vous pouvez envoyer par mail à l'adresse du PISCA. Vous pouvez le déposer via la plateforme France Transfert si jamais c'est trop lourd. Ou alors, vous pouvez copier tout le document avec les annexes sur une clé USB, le mettre dans une enveloppe et le déposer à la guérite de l'ambassade de France avec l'adresse indiquée dans les TDR. On viendra tout à l'heure sur le budget pour vous dire que le budget, la trame du budget, cette trame a été modifiée. Et donc, il y a une trame qui a été remise sur le site de l'ambassade de France parce qu'il y a eu quelques erreurs de calcul dans les formules. Et donc, ça a été corrigé et ça a été renvoyé, mis à jour au 31 octobre. Donc, vous pouvez passer, enfin, sur le lien pour retélécharger cette nouvelle trame de budget. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour revenir un peu au document, nous avons dit que nous allons évoquer quelques aspects d'inéligibilité, non-éligibilité. Qu'est-ce qui peut entraîner une non-éligibilité d'un dossier? Donc, un dossier qui ne respecte pas ou un projet qui ne respecte pas le thème femmes et environnement à travers les 3 composantes que vous savez, l'économie circulaire, la valorisation et la préservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et des villes, donc est inéligible. Il en est de même pour un projet qui ne respecte pas la cible prioritaire qui est composée essentiellement des femmes et des jeunes filles. Cela n'empêche pas qu'il y ait des hommes dans la cible, mais la cible prioritaire doit être essentiellement les femmes et les jeunes filles. Donc, un projet qui ne doit pas dépasser 10 mois, donc qui va s'étendre de mars à décembre 2024. C'est des rappels, mais c'est pédagogique pour vous, pour remémorer ces éléments-là.
Alors, il ne faut pas oublier de joindre toutes les annexes qui sont demandées dans le cadre du projet. Pour cela, il faut veiller à cocher en fin du document de projet toutes les pièces pour vous assurer que vous avez pu les mettre. Ne sont pas éligibles aussi ou sont déclarés inéligibles les projets de plaidoyer, tout ce qui concerne la construction, des projets à vocation culturelle ou à caractère d'urgence. Pour dire par exemple, ah non, il y a d'incendie à Sémé, nous allons mettre en place un projet pour secourir les femmes. Non, on n'est pas dans l'humanitaire dans le cadre de l'appel à projet du PISCA. Alors, tout ce qui peut être aussi infrastructure sanitaire ou médicale, ce n'est pas éligible dans le cadre de ce projet. Des projets de développement à caractère lucratif ou d'activité génératrice de revenus ne sont pas éligibles, de même que des projets qui admettent des financements en cascade, c'est-à-dire des financements rétrocédés des fonds à des bénéficiaires pour mener des activités. Ces types de projets ne sont pas éligibles. Donc, quand vous avez ce type de projet, ça c'est inéligibilité, je ne parle même pas de non-sélection, c'est inéligible, on ne continue plus à l'analyse. Voilà. Donc, pour parler d'éligibilité maintenant, vous savez que l'appel à projet est ouvert à tout ce qui est organisation de la société civile dispose de la personnalité morale et donc à but non lucratif qui est constitué depuis au moins 2 ans. 2 ans. Maintenant, pour en revenir au document de projet en tant que tel, nous avons attiré votre attention sur un certain nombre d'éléments lors de la séance précédente. Quand vous prenez la fiche signalétique, nous avons attiré votre attention sur 5 points, notamment d'éviter des erreurs de calcul et de bien vérifier les calculs avant de mettre ça sur la fiche signalétique. Deuxième chose, vous avez la possibilité d'indiquer plusieurs départements, communes ou localités pour votre projet, mais attention que derrière ça, il y ait une cohérence et une pertinence à pouvoir déployer le projet sur tous ces sites-là. Et veillez aussi, j'évoque aussi le cas d'une OSC qui soumet un projet sur un territoire qui est plutôt peut-être à 400-500 km. Donc, il faut, lorsque le siège est éloigné de la zone d'intervention, ça peut complexifier le suivi. Donc, il faut, dans la mesure du possible, éviter de telles initiatives. L'autre aspect sur lequel on a attiré votre attention, c'est que vous avez la possibilité de cocher plusieurs composantes ou votre projet peut être à cheval sur plusieurs composantes, mais attention à ne pas pour cela définir une pléthore d'activités et finalement verser dans du saupoudrage. Ça, on l'avait suffisamment attiré votre attention là-dessus. Et sur les bénéficiaires, on est clair, on a dit ça doit être défini de façon réaliste. Il ne faut pas que vous dites peut-être on veut atteindre 1000 femmes, alors que bon, de façon réaliste, on est dans 6 mois. Vous devez donc définir ces bénéficiaires de façon réaliste et que ça soit en cohérence avec les activités et le budget que vous aurez à proposer. Alors, pour en venir dans le document de projet lui-même, le contexte, on a dit que dans les éléments de contexte, vous ne prendrez en compte que ce qui est pertinent, ce qui est vraiment pertinent et en lien avec la problématique que vous comptez régler. Et pour cela, vous pouvez partir d'un certain nombre de recherches sur Internet ou des discussions ou concertations avec des parties prenantes, les autorités locales et tout ça, et veiller à ce que la problématique que vous voulez régler ou le problème auquel vous voulez faire face puisse s'inscrire dans les axes stratégiques du plan de développement de la commune ou des communes concernées et que vous puissiez aussi, lorsque c'est une problématique qui a accès, enfin, qui est en lien avec un secteur du pays, il faut veiller à utiliser les documents de programmation sectorielle que les autorités ont. Par exemple, vous voulez implémenter un projet sur les mangroves, vous devez avoir les documents de planification sectorielle que le gouvernement a élaborés dans ce cadre-là. Et pour ce faire, nous avons dit, pour ce qui concerne les problèmes et les solutions qu'il faut apporter, se baser sur l'arbre à problème et la technique d'arborescence pour réussir cette partie. C'est important pour pouvoir être au plus près. Et pour que aussi la cohérence qui est la cohérence des solutions que vous proposez avec les activités que vous aurez à inscrire dans le cadre logique. Alors, parlant du cadre logique, justement, l'autre fois, nous avons montré les liens
ou la cohérence qu'il doit avoir entre toutes les cases de ce cadre logique. Alors, parce que nous avons dit le cadre logique, c'est l'outil même de gestion du projet. Lorsque vous avez le cadre logique d'un projet, vous pouvez gérer ce projet-là. Et donc, nous avions dit qu'il y a une logique aussi bien horizontale que verticale dans les différents éléments de ce cadre logique. Quand vous prenez par exemple un objectif spécifique, il doit contribuer à atteindre l'objectif général. Vous prenez un résultat, il doit contribuer à un des deux objectifs spécifiques qui sont fixés dans le cadre du projet. Et chaque objectif spécifique que vous avez doit pouvoir avoir au moins un résultat. Chaque objectif spécifique doit avoir au moins un résultat. Et les sources de vérification doivent vous permettre de vérifier que tel indicateur ou tel indicateur est atteint. Alors, si je dois revenir brièvement sur chaque élément de ce cadre logique aussi, je dirais que comment on formule l'objectif global. On sait que l'objectif global, il fait souvent écho soit aux ODD, mais sachez que votre intervention seule ne peut pas régler la problématique. Votre intervention va contribuer, votre initiative va contribuer à régler la problématique. Donc, il faut être quand même réaliste dans la formulation de ces objectifs globaux-là. L'objectif global, ici, pour le formuler, il faut utiliser un verbe d'action pour débuter la formulation, par exemple, améliorer, renforcer, contribuer. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Et dans le cadre du PISCA, on a dit on veut un seul objectif global, évidemment. Pour les objectifs spécifiques, on a dit il faut être plus concret, il faut être vraiment spécifique, c'est vraiment spécifique, parce que ces objectifs spécifiques doivent contribuer à l'atteinte de l'objectif global et ils doivent répondre aux causes du problème principal qui a été diagnostiqué. Donc, pour cela aussi, pour le formuler, il faut utiliser un verbe d'action. Un verbe d'action pour pouvoir formuler ce objectif spécifique. Au niveau des résultats, nous avons dit que c'est les résultats obtenus qui conduisent à la réalisation des objectifs spécifiques. Et donc, pour cela, pour les formuler, il faut être plus précis en répondant donc aux questions quoi, qui, comment et où. Donc, il faut formuler chaque résultat au présent de l'indicatif avec des phrases entières. C'est un peu les conseils qu'on avait donnés l'autre fois concernant les résultats obtenus. Par rapport aux indicateurs, on est d'accord que c'est ça qui permet de mesurer ce qui est évalué. Et pour formuler un indicateur, on doit se poser la question de qu'est-ce qui me permet de vérifier ou de mesurer les activités qui ont débouché sur les objectifs ou tel résultat attendu. Donc, il faut définir forcément un indicateur par objectif et par résultat. Et il faut les penser réalistes parce qu'on est dans un projet de 10 mois. Il ne faut pas les surdimensionner. Il faut être vraiment réaliste et savoir que vraiment, en 10 mois, on peut atteindre ces indicateurs. Pour les sources de vérification, nous avons dit que elles doivent permettre de préciser quand même les informations pour renseigner les indicateurs. Et il faut que ces sources de vérification soient vraiment fiables. Quand vous les présentez à l'ambassade, elles doivent être en mesure, même si vous n'êtes pas là, de pouvoir vérifier ces sources de vérification. N'importe quel évaluateur vient, doit être en mesure de présenter, d'évaluer donc ces indicateurs-là. Donc, pour les sources de vérification, elle doit préciser quelle forme ça doit prendre. Est-ce que c'est sous forme d'enquête? Est-ce que c'est sous forme de rapport? C'est sous forme de réunion? Qui doit fournir l'information? À quelle périodicité? Donc, tout ça, c'est ce qui rentre en ligne de compte pour les sources de vérification. Pour les hypothèses, nous avons dit qu'il faut les formuler en termes de situation souhaitée. Voilà, parce que l'environnement aborde la question de sa viabilité et résume donc les facteurs que le projet ne veut pas ou ne peut pas contrôler, les facteurs qui sont externes au projet. Voilà un peu ce que nous avons pu dire l'autre fois globalement sur comment rédiger son projet. Aujourd'hui, voilà, on suppose que les OSC ont suffisamment avancé dans la rédaction des projets et que là, nous nous retrouvons maintenant pour parler de la conception des budgets. Comment concevoir un budget. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Ça va être comme l'autre fois. L'objectif d'abord de ce webinaire de conception de budget, c'est de vous permettre de façon générique d'améliorer vos candidatures et de façon spécifique
Nous voulons renforcer vos capacités sur les outils de planification budgétaire parce que c'est ça. Et comme l'autre fois, répondre aussi à vos questions pour faciliter le remplissage de votre budget et en cohérence ceci un peu avec la logique d'intervention et le projet que vous portez. Donc, ça va se dérouler comme l'autre fois. On va avancer jusqu'à peut-être 11h30. Bon, enfin, on verra un peu en fonction de l'évolution. Et on va observer une pause de 10-15 minutes pour se dégourdir les jambes. Et on va revenir, on va finir et on va aborder le temps des questions-réponses. Mais je vous invite déjà, d'ores et déjà, donc, s'il vous plaît, tout au long de la communication, pour ne pas oublier vos questions, si dans le déroulé, vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat au fur et à mesure. Ça permettra à notre collègue de les recenser dès la fin de la présentation pour que nous puissions apporter un premier temps de réponse aux questions, puis après vous redonner la parole pour les autres questions qui vont venir par la suite. Donc, voilà un peu ce qui va être le menu de ce second webinaire. Alors, pour commencer, on dira, c'est quoi un budget? Oui, ça, vous savez tous ce que c'est qu'un budget. C'est un acte de prévision, hein? C'est aussi bien, donc, c'est un tableau, vous allez le voir tout à l'heure, qui regroupe les dépenses, ou ce que vous appelez les charges pour les spécialistes de la chose, et aussi les recettes ou les produits qui sont liés à votre projet. Ou alors, on peut dire que c'est un plan qui définit aussi bien les montants à dépenser, les postes de ces dépenses et le calendrier qui y correspond. Voilà un peu ce qu'on peut appeler un budget. Et vous le savez mieux que moi que, voilà. Maintenant, la suite, c'est comment concevoir un budget. Je pense que dans les termes de référence suffisamment clairs et des consignes ont été données pour la conception de ce budget. Donc, nous, notre rôle, c'est de vous rappeler et d'attirer attention sur un certain nombre de choses qui sont liées à la conception de ce budget. Alors, comment donc concevoir son budget dans le cadre de cet appel à projet? Nous, on vous suggère, je rappelle que dans le déroulé de ma communication, mon collègue Jérémy peut à des moments donnés intervenir pour compléter des éléments au fur et à mesure de l'évolution de la communication. Donc, à des moments donnés, peut-être il va prendre la parole. Donc, voilà, pour que vous ayez ça en termes de logique après. Donc, alors, quelques conseils donc, pour la bonne conception de son budget. D'abord, je vous rappelle, et ça je l'ai dit tout à l'heure, que la trame du budget a été revue sur le site de l'ambassade de France parce que la première trame qui a été mise sur le site avec l'appel à projet comporte quelques erreurs de calcul de formules qui ont été modifiées. Et donc, il y a une mise à jour qui a été faite le 31 octobre. Donc, nous vous, enfin, sinon c'est le 25 que cette nouvelle trame a été mise en ligne. Donc, nous vous encourageons fortement à aller prendre cette nouvelle trame-là, parce que l'ancienne trame comporte quelques erreurs de calcul. Donc, nous vous recommandons d'aller télécharger la nouvelle trame pour ne pas vous tromper. Je vous encourage fortement à aller le faire. Donc, et pour concevoir ce budget, nous disons tout à l'heure qu'il faut évaluer précisément les coûts des activités. Oui, c'est clair, hein? Il faut avoir toutes les précisions sur les coûts de chaque activité. Et il faut rester cohérent par rapport à votre document de projet et aux activités décrites. Si vous avez mis dans le document de projet 3 formations, oui, dans le budget, vous devez mettre exactement 3 formations, pas plus, pas moins. Mais si dans le document de projet, vous avez mis 3 formations et dans le budget, on voit que c'est 4 formations, il y a incohérence. Et là, c'est des facteurs qui prêtent à la non-sélection de votre dossier. Donc, restez cohérent. Ayez la logique par rapport à ce qui est écrit dans le document de projet et ce que vous voulez mettre un peu dans les activités qui sont dans le budget. L'autre chose, n'estimez pas les coûts de votre projet au pifomètre. C'est-à-dire, ben, écoutez, moi, je dis du n'importe quoi. Hein, bon, enfin, je ne dis pas que c'est forcément comme ça. Vous dites qu'il faut faire un pan de clôture d'un mur pour sécuriser un site maraîcher. Vous dites, bon, écoute, avec 400 000, on va le faire.
Oui, vous vous basez sur quoi pour mettre 400 000? Donc, parce que si vous sous-estimez le budget, ça peut bloquer après la mise en œuvre. Mais de la même façon, il ne faut pas surestimer non plus. Parce que lorsque vous surestimez, le bailleur, il dit, mais comment vous pensez qu'on peut faire 400 mètres linéaires de clôture à tel montant? Donc, il faut vraiment être plus proche de la réalité. Lorsque vous voulez fixer un coût, n'allez pas dire que vous achetez un stylo à 500 ou à 300. Soyez plus proche de la réalité et tout le monde connaît le prix d'un stylo. Donc, il ne faut pas estimer les coûts au pifomètre comme ça pour dire, ben, écoute, bon, ben, écoute, c'est une pelle, moi je mets peut-être 200 000, je ne sais pas. Donc, allez, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous attirer votre attention sur le fait qu'il faut être vraiment très proche de la réalité. Il y a des références en la matière pour mettre des coûts. Il y a des références à la matière pour mettre des coûts. Donc, n'allez pas trop sous-estimer votre budget, ne le surestimez pas non plus. Donc, nous vous invitons à être plus proche de la réalité par rapport à cela. Donc, Jérémy a une précision à apporter à ce point. Et en tant que rappel, il faut avoir à l'esprit que toutes les dépenses supérieures à 100 000 francs doivent bénéficier d'un devis. Donc, ça veut dire que dans la logique d'être au plus proche de la réalité, de toutes les manières, vous avez obligation pour les dépenses au-delà de 100 000 francs de fournir un devis. Oui, merci Jérémy pour ce rappel. Effectivement, ouais, ça, on est revenu l'autre fois là-dessus. Pour tout ce qui est dépenses supérieures à 100 000 francs, vous devez avoir un devis. C'est pour aussi vous permettre d'être plus proche de la réalité, pour ne pas mettre des montants qui, lors de la mise en œuvre, vont vous handicaper. Donc, voilà. Et il faut que le budget soit équilibré. Donc, c'est-à-dire, quand on dit équilibré, c'est que le montant global que vous demandez doit être le montant des dépenses. Donc, on ne peut pas demander 15 millions comme ressources et avoir des dépenses de 16 millions. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, et l'autre conseil que nous allons vous donner, c'est de vérifier tous les calculs pour avoir un tableau clair et lisible pour faciliter la lecture de l'évaluateur. Parce qu'un budget, il ne doit pas avoir ni, on va y revenir tout à l'heure, il n'y a pas ni secrète dedans. Non, il va être très clair et lisible pour l'évaluateur. Il sait que oui, tel poste budgétaire, ça va servir à telle dépense de façon claire et précise. Voilà. Et le format que vous allez utiliser pour le budget, c'est le format Excel qui est proposé par l'ambassade de France. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a un nouveau format ou une nouvelle trame qui a été redéposée sur le 25. Donc, c'est ça que nous vous prions d'aller chercher. Ne réinscrivez pas après tout ça sur un fichier Word pour alors le joindre encore au document de projet. Non, c'est le fichier Excel et uniquement le fichier Excel qu'il faut utiliser pour envoyer vos candidatures. Voilà ce que nous avons à dire pour ce point-là. Alors, par rapport aux modalités de financement, nous vous encourageons à vérifier les contraintes financières dans les TDR parce qu'il y a des contraintes financières au niveau de certaines rubriques données. Il faut vérifier ces contraintes-là. Pour rappel, la première contrainte, on sait que la subvention demandée, c'est compris entre 6,5 millions et 15 millions maximum. C'est un rappel. Et que cette subvention est versée en 2 tranches. Vous avez une première tranche au démarrage du projet, fait que vous signez l'accord de cofinancement, enfin l'accord de financement, le protocole de financement avec l'ambassade. La première tranche vous est versée et la seconde tranche est conditionnée par la transmission du rapport technique et financier que vous transmettez aussi bien au SCAC de l'ambassade de France qu'à la maison de la société civile. Donc, ce n'est qu'après ça que vous avez la seconde tranche de votre financement. Pour rappel aussi, le fonds fiscal finance à hauteur de 90% maximum du total. Donc, ça veut dire que les 10% restants, c'est à la charge du porteur du projet. Et ces 10% peuvent être soit une contribution que vous avez sur fonds propres, le porteur du projet, ça peut être une contribution sur fonds propres, ou il valorise certaines choses.
Donc, les valorisations, on a dit ça ne doit pas dépasser 15%. On reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut valoriser et comment on peut valoriser. On reviendra tout à l'heure dans la suite de la présentation sur ces éléments. Et donc, les 10%, ça peut être aussi des cofinancements qui sont apportés par d'autres partenaires. Et là, il faut avoir forcément une lettre d'engagement qui apporte la preuve que vous avez déjà les 70% du cofinancement et que c'est déjà assuré. Voilà un peu pour ce qui est des contraintes. Les autres, nous allons y revenir tout au long du déroulement du webinaire. Donc, la subvention est plafonnée à 15 millions. Lorsque vous avez le financement, il vous est versé, ce financement vous est versé en 2 tranches. Une première tranche au début, au démarrage, et une dernière tranche à la fin lorsque vous avez présenté votre rapport. Vous ne devez pas demander plus que 90% du financement et les 10% sont à votre charge et ça peut être sur fonds propres ou soit par valorisation ou alors un cofinancement qui est apporté par un autre partenaire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les ressources propres? Je pense que pour ce qui est des ressources propres, vous le savez mieux que moi, la plupart des organisations de la société civile, ici que vous êtes, des ONG que vous êtes, dans vos statuts et règlements, vous avez défini un certain nombre de ressources. Et au niveau des ressources propres, c'est souvent les cotisations qui sont versées par les membres, ça peut être les cotisations annuelles ou les frais d'adhésion. Donc, ça, vous pouvez puiser dans ça pour cofinancer votre projet. Ça peut être des bénéfices sur des activités productives. Je dis par exemple n'importe quoi. L'OSC a un magasin quelque part qu'elle a loué, qu'elle loue et où elle a mis en bail chaque mois. Elle a des ressources qui viennent que cette mise en location ou mise en bail génère. Donc, ces ressources peuvent servir donc, à cofinancer le projet. Ou ça peut être des ventes à l'occasion d'événements. Vous organisez peut-être, je ne sais pas, un événement et avec des partenaires, vous avez pu vendre un certain nombre de produits ou certaines choses. Ces ressources récoltées peuvent servir à cofinancer le projet que vous voulez porter. Ça fait des revenus aussi issus des biens ou valeurs que l'association a ou des dons ou les qui vous ont été faits par d'autres personnes ou d'autres. Donc, c'est de l'argent de l'association en quelque sorte. C'est ça, on appelle les fonds propres, c'est de l'argent de l'association. Il peut être disponible déjà dans la caisse, puisque si c'est une OSC de 2 ans, peut-être qu'il est déjà disponible. Ou il peut être dit que non, c'est plutôt les cotisations de l'année prochaine, de l'année 2024, qui vont servir à cofinancer le projet. Voilà. Alors, maintenant, on a parlé de valorisation parce qu'on a dit, vous pouvez, les 10%, ça peut être sur fonds propres ou par valorisation. Qu'est-ce qu'on peut valoriser et comment on peut le valoriser? Alors, pour la valorisation, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter, plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Vous pouvez valoriser, par exemple, des heures qui sont consacrées par des bénévoles à la mise en œuvre d'activités. Je dis, par exemple, si dans le cadre du projet, vous avez une animatrice qui doit faire des sensibilisations et vous pouvez valoriser ces heures de sensibilisation. Si on sait que c'est normalement peut-être elle est à 150 000 le mois et qu'elle doit faire 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine, on peut évaluer déjà à peu près les 3 heures d'animation, combien ça peut coûter. Et on valorise ça. Si le directeur exécutif ou un membre du conseil d'administration doit faire un truc ou une formation ou un truc, on peut valoriser ça. On peut dire, il y a un sympathisant de l'association qui est un expert dans un domaine donné et dans le cadre du projet, nous avons prévu peut-être une étude ou une formation spécifique sur ce domaine-là. Nous voulons mobiliser cet expert-là, nous voulons mobiliser ce membre du conseil d'administration ou ce membre de la direction exécutive pour faire la formation ou bien pour faire cette étude. On valorise sa prestation ou sa contribution. Si c'est un jour, vous devez valoriser, si ce jour-là, si c'est à 300 000, ça, il est payé, vous devez vous valoriser ça. Vous pouvez valoriser ça. Donc, on peut donc valoriser cela. On peut aussi valoriser la mise à disposition de locaux de terrain ou de matériel ou équipement. C'est-à-dire,
on a prévu 3 formations et pour les formations, il faut normalement louer une salle de réunion chaque fois, mais la commune a décidé de mettre à la disposition de l'association pour la mise en œuvre de ces formations-là, une salle. On dit on peut valoriser ça. Si c'est à 50 000 francs jour que la commune loue la salle, on valorise ça. Et ça fait partie de notre contribution à la mise en œuvre du projet ou de la contribution de la mise en œuvre, de la contribution d'un partenaire à la mise en œuvre du projet. Donc, on peut valoriser ça. On peut valoriser, on peut dire dans le cadre du projet, on veut acheter 2 ordinateurs, mais ça va être un qui va être valorisé, mais on achète un second. C'est-à-dire, sur le projet, le fonds PISCA achète un ordinateur, mais le deuxième ordinateur, c'est l'ordinateur peut-être du comptable qui va permettre de faire le suivi budgétaire. Et il a déjà ça, on le valorise. Si l'ordinateur a été acquis à 300 000, on valorise ça pour dire que ça, c'est notre apport ou notre contribution à la mise en œuvre de ce projet-là. Ça peut être aussi des dons non financiers. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en nature, comme du mobilier, par exemple. Immobilier. Donc, on peut valoriser, comme aussi je l'ai dit tout à l'heure, une imprimante que quelqu'un a donnée ou une structure a donnée sous forme de don ou lait. On peut valoriser ça si tant est qu'on a besoin de ça dans le cadre de la mise en œuvre du projet, on peut le valoriser. Donc, tout ce dont on a besoin dans le cadre de la mise en œuvre du projet et qui peut être apporté soit par la structure, soit par d'autres personnes à la structure, peuvent être valorisés. Donc, que ce soit les ressources humaines, les RH, donc le temps de travail, ça peut être valorisé, les biens de l'association ou les services qui sont fournis par une personne physique ou morale peuvent être valorisés. Et j'ai dit que cette personne peut être une personne externe à l'association ou de l'association elle-même. Je dis du n'importe quoi. Peut-être que l'association a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sympathisant, même s'il n'est pas membre de l'association, ou bien, oui, un sympathisant que l'association compte mobiliser, qui est expert dans un domaine donné, qui veut faire un truc. Vous pouvez mettre valoriser cela pour dire, bon, oui, écoute, il doit intervenir sur 3 formations, ça fait 500 000 en fonction un peu des honoraires qui sont pratiqués. Et donc, ça, vous le valorisez dans le cadre de la mise en œuvre de projet pour pouvoir atteindre vos 10% là. Donc, voilà un peu ce que on peut appeler contribution et comment on peut les valoriser. Alors maintenant, comment calculer? Tout à l'heure, on parlait de valorisation. Maintenant, comment on calcule ces contributions-là en nature? Puisque il reviendra dans le cadre de ce projet d'attribuer une valeur monétaire à cette prestation ou à ce qu'on veut valoriser en tout cas. Donc, on parle de valorisation parce que on veut attribuer une valeur qui correspond au coût que représente la dépense si elle n'était pas offerte. Et la valorisation a un double intérêt pour le partenaire ou le financeur parce qu'il sait que en valorisant, c'est un engagement des acteurs ou de la partie prenante à mettre la main, comme on le dit, dans le cadre de la mise en œuvre du projet. C'est considéré comme un abondement de fonds du projet par les bailleurs de fonds. Donc, c'est pourquoi c'est une pratique qui se fait dans le cadre de beaucoup de projets. Mais alors, on parle d'attribuer une valeur. Pour attribuer une valeur à ces objets-là ou à ces prestations, il faut rester raisonnable. Il faut être vraiment très raisonnable dans la pratique de cette valorisation. Donc, si c'est des équipements que vous voulez les valoriser, il faut les valoriser au prix de l'occasion ou d'une location. Je dis par exemple, vous voulez valoriser vos bureaux ou vos locaux qui vont servir dans le cadre du projet. Vous dites, voilà, il coûte 25 000 francs mois, donc sur 10 mois, ça fait 250 000. Il faut valoriser au prix vraiment de location. Il ne faut pas surestimer, il ne faut pas sous-estimer. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, que les compétences et les expertises, ça va être valorisé au prix du marché associatif. Si un expert ou un consultant, il est à 300 000 hommes-jours ailleurs, mais dans le marché associatif, peut-être que c'est à moitié prix, ça va être. Voilà.
Donc, moi, voilà un peu les éléments par rapport à la valorisation des contributions en nature. Donc, on a dit qu'il est impératif de fournir les pièces justificatives des moyens matériels et financiers valorisés pour la participation des bénéficiaires et du porteur du projet. Si c'est un ordinateur que vous voulez valoriser, on doit avoir un peu la facture d'achat, le reçu d'achat de l'ordinateur, tout au moins, pour savoir que oui, l'ordinateur, vous l'avez acquis à 500 000, que vous voulez le valoriser à 500 000 ou à 300 000. Si c'est vos locaux, vous avez loué, il y a un titre de propriété, on doit savoir que oui, le contrat de bail mentionne que c'est à 50 000 francs le mois, fois 10 mois, ça fait 500 000. Donc, voilà, on doit avoir toutes ces pièces. Il y a une liste donc, des pièces pour les choses ou les pièces, la liste des pièces justificatives pour les moyens matériels qu'il faut valoriser. Il y a une liste qu'il faut pouvoir faire et c'est donc dans l'appel à projet. Donc, par rapport à ça, donc voilà, pour me résumer ici pour la valorisation, donc essayez d'attribuer une valeur, que ce soit au bien matériel et financier que vous voulez valoriser et ayez la preuve ou mettez la preuve pour pouvoir bien valoriser cela. Sinon, si c'est fait au pif, vous dites non, nous voulons valoriser nos locaux, mais c'est à tel montant, mais quelle pièce nous permet de savoir que oui, c'est à 50 000 francs le mois. Donc, nous vous encourageons à pouvoir joindre tout ce qui est pièce justificative des moyens et matériels que vous comptez valoriser. Alors, nous allons essayer de parcourir un peu tout ce qui peut être dépenses éligibles et dépenses non éligibles dans le cadre de ce projet et dans la conception du budget d'ailleurs. Alors, clairement, comme le disent les lignes directrices, pour les dépenses éligibles, tout ce qui est équipement, tout ce qui est matériel technique et mobilier, tout ce qui est fourniture nécessaire à la réalisation du projet, tout ce qui est kit d'installation en fonction du projet que vous voulez mettre en place. Est-ce que biodigesteur vous voulez mettre? Est-ce que c'est un site de maraîchage que vous voulez appuyer? Tout ce qui est kit d'installation, c'est éligible. C'est éligible. Il en est de même pour tout ce qui concerne formation. Mais je pense que l'autre fois, on a attiré l'attention sur le fait que si vous prévoyez des formations, il faut que derrière, il y ait aussi un temps de mise en œuvre des formations. Mais si c'est un projet qui fait que formation jusqu'à la fin et que les bénéficiaires n'ont même pas le temps de mettre en pratique les formations tout au long ou bien dans le cadre du projet ou les 10 mois, je pense qu'on ne va pas faire rien que des formations. Donc, les formations sont éligibles à condition, pas à condition, mais veillez à ce que ces formations-là puissent être mises en pratique après par les bénéficiaires. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que par rapport aux formations, il faut vraiment penser à la cible lorsque vous voulez faire des formations. Parce que si vous prévoyez des formations en salle pour des cibles analphabètes, vraiment, il faut vraiment bien penser la méthodologie. Sinon, ça peut être objet de non-sélection. Si c'est ces formations en salle avec projection pour des cibles analphabètes, franchement, je pense qu'il faut bien penser la stratégie de formation que vous devez dérouler si c'est une formation à l'endroit des cibles analphabètes. Et où vous prévoyez, par exemple, une formation en maraîchage ou truc là, et c'est une formation en salle, alors que normalement, la formation devait être sur le champ directement avec la pratique. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous attirons votre attention dans le cadre de l'élaboration du projet et même du budget pour que vous soyez vigilants parce que ça peut faire objet de non-sélection. Si vous prévoyez, par exemple, une formation en salle, d'abord pour des cibles analphabètes, et après, ils ont peu de temps pour mettre en pratique ces formations. Donc, veillez à ce que toutes les formations que vous prévoyez dans le cadre du projet, ce soit des formations qui sont utiles pour les cibles et que ce soit des formations que ces cibles vont mettre en pratique avant la fin du projet. Donc, ne faites pas des formations, par exemple, sur des plaidoyers, rien que de plaidoyer jusqu'à la fin du projet. Et ces plaidoyers, les gens n'auront jamais le temps de les mettre en pratique. Et encore que les plaidoyers, ça n'aboutit vraiment à rien de façon concrète, finalement. C'est juste quelques commentaires sur les formations. Alors, une autre dépense qui est éligible, c'est tout ce qui est défraiement d'acteurs du projet et des prestataires
dans le cadre des déplacements inévitables. On va y revenir tout à l'heure. Et sont aussi éligibles tout ce qui est honoraire des prestataires de services. Un formateur, par exemple, un consultant que vous commettez à une étude ou à une recherche ou à une enquête a droit à des honoraires. Et les PDM et honoraires donc, sont éligibles, mais hors salaire du personnel. Donc, le PISCA ne paye pas tout ce qui est salaire du personnel. Le PISCA ne paye aucun rond sur les salaires du personnel. Donc, comme je le dis, c'est des dépenses qui peuvent apparaître, mais c'est des dépenses non éligibles pour le PISCA. Par exemple, ça, je parle de salaire du personnel. Le salaire du personnel, ça peut apparaître, mais c'est non éligible pour le PISCA. Donc, mais vous pouvez le mettre pour des valorisations. Et les PDM et honoraires ne doivent pas dépasser 25% du total du budget. J'insiste là-dessus parce que ça a fait l'objet de motifs de non-sélection de certains projets par le passé, parce que les gens ont mis suffisamment de perdièmes, suffisamment d'honoraires, ça a flambé le budget. Et donc, vraiment, soyez cohérents et essayez, dans la mesure du possible, de réduire les perdièmes et les honoraires. Parce qu'on a mis ça à 25%, mais voilà. Donc, essayez de voir dans l'ensemble ces honoraires-là pour que ça, vous ne dépassez pas ce plafond qui a été fixé. Alors, les coûts indirects sont aussi éligibles. On n'entend pas coûts indirects tout ce qui concerne les frais de coordination, de suivi, tout ce qui concerne les fournitures consommables informatiques, tout ce qui est télécommunications, voilà, c'est éligible, mais ça ne peut pas dépasser 10% du budget total. Ouais, ça, c'est les contraintes, hein, ça, il faut les respecter. Sinon, c'est déjà objet de non-sélection rapidement. Donc, il faut respecter les principes et les imprévus qui ne doivent pas aussi dépasser 5% du budget. Et quand on parle d'imprévus, ce n'est pas un fonds secret, ce n'est pas une caisse noire où vous puisez dedans comme vous voulez, quand vous voulez, non. Les imprévus ne peuvent être mobilisés que vraiment, dans le cadre du projet, vous avez vraiment rencontré des imprévus et vous voulez mobiliser ces imprévus pour pouvoir faire face à la situation. Et ça, ces imprévus sont forcément justifiés. Elles doivent être justifiées. Mais il faut prévoir dans le cadre de l'élaboration de votre budget 5% d'imprévus pour faire face à des situations. Par exemple, on a dit l'autre fois, par exemple, vous avez fixé un truc, vous avez eu un devis pour l'achat d'un truc et qui, pendant peut-être après 3 mois, 4 mois, il y a eu flambé des prix et il faut quand même acheter le truc. Donc, les imprévus permettront, après l'accord un peu de PISCA et de la maison de la société civile, de pouvoir faire face à cette nouvelle dépense, même si entre-temps, elle a évolué. Alors, ne sont pas éligibles. Ne sont pas éligibles tout ce qui est investissement immobilier. On veut construire l'annexe de notre siège dans un autre département. On veut réfectionner nos bureaux, on veut réfectionner nos locaux. Tout ce qui est investissement immobilier, construction ou réfection de trucs là, d'infrastructures, de sièges ou de bureaux, c'est non éligible. Donc voilà, clairement, c'est non éligible. Les salaires, je le disais tout à l'heure, même pour les personnes qui travaillent sur le projet, ne sont pas éligibles. Tout ce qui peut être, on veut acheter de motos, on veut réparer de motos, on veut réparer de véhicules. Pour le projet, pour le porteur du projet, ce n'est pas éligible. Ça peut être peut-être pour les bénéficiaires. Comme l'a dit l'autre la fois passée, on veut acheter un tricycle dans le cadre du projet pour des maraîchers, pour pouvoir peut-être écouler leurs produits. En tout cas, ça dépend de la logique qui est dans l'élaboration du projet. Donc, il peut y avoir des achats, mais si c'est pour le porteur du projet, non. Si c'est pour les bénéficiaires, c'est possible. La même chose, il peut y avoir des infrastructures, et voilà, quand on dit infrastructure, c'est de grosses infrastructures, pour les bénéficiaires, mais pas pour le porteur du projet. Alors, qui est consommation d'eau, d'électricité, tout ça, c'est des dépenses non éligibles. Évidemment, quand on parle de dépenses non éligibles, c'est des dépenses qui peuvent apparaître dans le budget, mais que le PISCA ne peut pas financer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des dépenses qu'il faut laisser. Non, vous devez les faire apparaître, mais ça va être, par exemple, vos contributions, ça dans vos 10% ou dans vos valorisations que ces dépenses doivent être fléchées. Donc
Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Donc, brièvement, pour me résumer sur les dépenses éligibles, tout ce qui est équipement, pour tout ce qui est fourniture de bureau, en tout cas tout ce qui est nécessaire à la réalisation du projet et tout ce qui est kit d'installation pour la mise en place du projet, c'est éligible. Tout ce qui est formation, c'est éligible, mais attention, tout ce qui est défraiement des acteurs du projet, c'est éligible. Tout ce qui est honoraire et per diem, c'est éligible, mais attention pour les per diem et les honoraires, ne pas dépasser les 25%. Les coûts indirects sont plafonnés à 10%. On n'attend pas coûts indirects, tout ce qui concerne la coordination du projet, tout ce qui concerne le suivi du projet, les fournitures consommables, télécommunications et autres. Nous avons dit que vous avez droit à 5% pour les imprévus, ne pas dépasser les 5%, mais les imprévus ne sont mobilisés que vraiment pour des imprévus. Et ça doit être justifié avant d'être mobilisé. Pour les dépenses non éligibles, tout ce qui est infrastructure à construire par l'acteur du projet, réfection ou construction, c'est inéligible. Les salaires, même pour le personnel qui intervient sur le projet, ne sont pas éligibles pour le PISCA. Ça peut être inscrit, mais c'est des dépenses que auxquelles le PISCA ne peut pas faire face. Ça peut être inscrit pour faire partie de votre contribution à la mise en œuvre du projet. Donc, tout ce qui est votre consommation d'eau, d'électricité ou achat ou réparation de motos ou de véhicules que vous utilisez dans le cadre du projet. Voilà, donc pour ce qui concerne les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. J'ai été clair pour les dépenses non éligibles. Ça peut apparaître dans le budget, mais ça ne peut pas être financé par le PISCA. Donc, quand on dit non éligible, c'est non éligible pour le PISCA, mais ça peut être éligible dans le cadre du projet, mais supporté donc par le porteur du projet. Alors, maintenant, on va rentrer dans la trame du budget, rubrique par rubrique, et dire ce qu'on n'entend pas chaque rubrique. Alors, lorsque vous prenez la trame qui est en ligne, vous allez voir que c'est une trame à 3 parties. Vous voyez en vert là, ce qui est le budget prévisionnel qu'il faut remplir. En bas, vous avez des consignes, des remarques générales que l'ambassade a faites. Et puis, à droite, ici, à l'extrême droite, vous avez les explications sur la nature des dépenses dans le budget. Et cette partie qui est là, c'est une partie à supprimer à la fin, hein, lorsque vous aurez élaboré votre budget. Donc, vous devez supprimer cette partie à la fin lorsque vous aurez élaboré votre budget. Donc, les 3 parties là, nous allons revenir tout à l'heure sur chaque partie. Donc, il y a la partie budget prévisionnel, il y a les remarques de l'ambassade, puis il y a les explications sur la nature de chaque dépense dans le budget. Et les explications sur la nature de chaque dépense dans le budget sont à supprimer après que vous ayez rempli totalement le budget. Maintenant, on va y aller rubrique par rubrique ou colonne par colonne. Alors, lorsque vous prenez cette colonne, budget prévisionnel, elle est composée, vous avez, c'est ça qui est en vert, hein, c'est ça qui est encadré en vert sur la présentation. Elle est composée donc de 8 rubriques. Et les rubriques, c'est les postes budgétaires ou les natures des dépenses. C'est des postes budgétaires, les 8 rubriques là. Et ça indique donc le type de dépenses à réaliser. Et pour chaque poste, il faut détailler la nature des dépenses. Il faut détailler ça. Donc, vous avez vu que à titre indicatif, on a fait 2 lignes ou 3 lignes, mais vous ajouterez tant que possible de lignes pour pouvoir détailler les postes ou les activités que vous aurez à mettre. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les rubriques ou les natures des dépenses. Vous allez voir 8, de 1 à 8. Et au niveau de chaque rubrique, il faut veiller à pouvoir remplir, mettre les détails qu'il faut. Alors, la colonne suivante, ouais, c'est celle qui est encadrée là dans la dia. Ici, c'est ici maintenant qu'il faut mettre le budget prévisionnel. Donc, il faut mettre les prévisions au réel des coûts du projet sur les 10 mois. Quand on prend chaque poste, chaque nature de dépense,
on doit mettre le réel sur 10 mois, sur les 10 mois, ce que ça va coûter. C'est ça qu'il faut mettre dans cette partie qui est encadrée en... C'est du vert, hein, c'est ça, en vert là. La colonne qui suit, voilà, on reste maintenant dans cette colonne-là, toujours là, sur le budget prévisionnel, et on veut détailler maintenant chaque colonne de cette grande colonne de budget prévisionnel. Donc, vous allez voir unité. L'unité veut dire comment on comptabilise donc, cette nature de dépense-là. Et avec quelle unité on mesure ça? Est-ce que c'est avec des heures, des mois? Ça, si il s'agit de salaire, est-ce que c'est des forfaits jours? Si c'est des per diem, est-ce que c'est par pièce? Est-ce que c'est par unité? Est-ce que c'est un forfait? Donc, c'est ça qui reste dans unité là. Je rappelle qu'à la fin ou après ma présentation, on va vous présenter un modèle type de budget déjà rempli d'un projet fictif. Hein. Après, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu la cohérence qu'il peut y avoir pour faire le costing des activités et la logique avec votre logique d'intervention plutôt. Donc, comment on fait le costing des activités avec la logique d'intervention? On a prévu de vous montrer un budget à la fin, un budget déjà élaboré avec les différentes rubriques et comment on est parvenu à fixer chaque unité, le nombre d'unités, le coût unitaire. On va vous l'expliquer de fond en comble. D'accord. Donc, voilà un peu pour la première colonne de la colonne budget prévisionnel. Unité, ça signifie donc si c'est des heures pour les salaires, si c'est des mois, si c'est des forfaits jours pour les per diem, si c'est matériel, si c'est pièces, en tout cas, c'est ça l'unité désigne. La deuxième colonne, c'est nombre d'unités. Donc, pour l'unité précédente qu'on a expliqué, combien de cette unité-là il y aura durant tout le projet. Donc, sur les 10 mois, hein, quel nombre de cette unité-là il y aura sur les 10 mois? C'est ça qu'il faut mettre dans nombre d'unités. La troisième colonne, c'est le coût unitaire. Combien coûte une unité de ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Si c'est une heure, c'est une heure pour faire une sensibilisation, combien l'heure coûte? Et c'est ça qu'il faut renseigner sur le coût unitaire là. Quel est le montant d'une heure de salaire? Et pour un forfait de per diem pour une journée, ou bien si c'est une pelle qu'on veut acheter, une brouette ou une imprimante, quel est le coût unitaire? Si c'est 250 000, on le met. Voilà ce qui le coût unitaire là. Le coût total, il est obtenu de façon automatique parce qu'il y a les formules à l'intérieur de la trame. Et ça, nous vous invitons à vraiment veiller à ne pas trop manipuler le fichier parce qu'il y a des formules qui sont déjà dedans. Au besoin, faites-vous aider par vos comptables parce qu'il y a des formules qui sont pré-remplies dedans. Il suffit de mettre l'unité, le coût unitaire et le coût total est généré de façon automatique grâce à la formule nombre d'unités fois le coût unitaire. Donc, vous n'avez pas rempli le coût total. Le coût total, il apparaît automatiquement dès que vous renseignez la partie unité, le nombre d'unités et le coût unitaire. Le coût total, il apparaît de façon automatique parce qu'il y a des formules préinsérées dans le fichier Excel qui vous permet d'avoir ces coûts totaux. Et à la fin de cette rubrique-là, il y a une colonne intitulée le pourcentage total du projet. Et ça, c'est seulement pour chaque sous-total que ça va sortir, selon la formule qui est dedans. Donc, ça signifie quelle part du budget total du projet, cette nature de dépense représente quelle part du budget total du projet. Hein? C'est ça que cette rubrique pourcentage du total du projet renseigne. Bon, voilà. Donc, voilà un peu sur ce qui concerne la colonne du budget prévisionnel. Donc, pour être clair, il faut remplir les 3 colonnes, unité, nombre d'unités, le coût unitaire. Lorsque c'est renseigné, le coût total va sortir et normalement aussi le pourcentage du total du projet de cette dépense doit pouvoir sortir aussi au niveau de chaque sous-total pour les dépenses parce que la formule est faite à l'intérieur.
Voilà, donc je reviens là-dessus. Veillez à ne pas trop manipuler le fichier. Les formules sont dedans. Pour ceux qui s'y connaissent en Excel, ils peuvent voir tout. Ils peuvent voir toutes les formules. Mais voilà, donc, mais si vous ne vous connaissez pas trop en Excel, vous pouvez vous faire appuyer par votre comptable ou quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, si vous manipulez trop, à la fin, vous allez faire des erreurs. Et après, ça va être à cause de cette erreur que vous êtes inéligible après. Donc, vraiment, soyez très vigilants du remplissage du budget. Vraiment, je vous encourage à de la vigilance parce que une petite erreur peut tout fausser et vous serez là à chercher l'erreur jusqu'à la fin et je ne vous conseille pas ça. Donc, soyez vigilants et très concentrés lors de l'élaboration du budget. Alors, on va évoluer sur les autres colonnes ou rubriques de la trame du budget. Alors, vous avez, on évolue vers la droite, vous allez voir des colonnes qui ont été, ou des lignes, oui, c'est des lignes qui ont été hachurées ou grisées là, dans le plan de financement. Ça, c'est oui, c'est dans le plan de financement que vous allez voir ça. Dans le plan de financement, il y a 3 parties, donc qui financent chaque type de dépense. Vous allez voir PISCA, vous allez voir, je vais pas dire en plus, hein. Le porteur du projet, le bénéficiaire ou autre truc là. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire qu'on va y revenir tout à l'heure, on doit repartir au niveau des activités, par exemple, le montant en fonction du type de celui qui finance cette activité-là. Alors, vous avez vu que il y a des parties qui sont en gris. Donc ça, ce qui est en gris, c'est des sous-totaux. Les sous-totaux de la nature de chaque dépense. Quand vous prenez le 1, son sous-total, il est en gris. Et le 2 aussi. Donc, les sous-totaux qui sont là en gris. Ça, c'est des choses, c'est des parties que vous ne touchez pas. Avec les formules à l'intérieur, vous ne les touchez pas. Donc, on a assuré certaines parties, notamment tout ce qui concerne, par exemple, investissement immobilier et salaire et surtout sur la partie PISCA. On l'a assuré parce que vous ne devez rien mettre puisque c'est des dépenses inéligibles pour le PISCA. Donc, tout ce qui est salaire, tout ce qui est investissement immobilier, c'est impossible pour le PISCA de financer ça. Donc, c'est pourquoi on a grisé ou on a assuré cette partie-là pour que vous ne puissiez pas y mettre un rond, même pas 0 dedans. Donc, c'est une partie que vous ne devez pas toucher. Mais, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez prévu des investissements immobiliers, des salaires, ça peut apparaître, mais au niveau de votre rubrique porteur du projet, ou si c'est un autre partenaire, ou si c'est les bénéficiaires. Donc, c'est pourquoi cette partie-là a été assurée. Alors, on continue au niveau du plan de financement. On a vu déjà pour ce qui est du PISCA, pour ce qui est du porteur du projet, voilà les différents types de financeurs qu'il peut y avoir. Le PISCA, le porteur du projet, le groupe bénéficiaire. À savoir, moi, je me pose la question de savoir si dans le cadre de ce projet de 10 mois, je ne sais pas, est-ce que c'est possible pour les bénéficiaires de contribuer? Ça dépend effectivement de la nature du projet, hein. Je me demande si c'est possible pour les bénéficiaires de contribuer au projet. Oui, ils peuvent contribuer. Par exemple, tout à l'heure, nous avons parlé de mise à disposition de salles de réunion et tout ça. Ça peut être une contribution qui va être valorisée. Donc, si c'est voilà, les bénéficiaires même qui disent oui, nous, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, on peut faire ceci, on peut apporter tel, ou on veut construire un biodigesteur, ils disent non, nous, on peut apporter du sable, on peut apporter ceci, du ciment. Voilà, c'est des contributions qui peuvent être valorisées dans le cadre du projet au niveau de la rubrique groupe bénéficiaire. Autre partenaire qu'il y a dans cette rubrique, c'est si vous venez par exemple demander un cofinancement ici et que vous avez déjà un financement ailleurs, voilà, vous pouvez mentionner ça et dans cette autre partenaire-là, vous précisez forcément l'autre partenaire. Donc, on a mis autre partenaire précisé. Donc, vous n'allez pas laisser, si jamais vous avez un autre partenaire, ne laissez pas votre partenaire préciser directement le partenaire. Ajoutez autant de partenaires que vous avez. Si vous avez un autre partenaire pour le projet qui a déjà apporté des ressources et qui compte apporter des ressources, mentionnez-les et ajoutez les rubriques, ajoutez des colonnes autant que de partenaires. Donc, voilà un peu
ce qu'on peut dire par rapport à cette rubrique. OK. Toujours dans la trame du budget, on va évoluer pour maintenant revenir sur voilà, le budget prévisionnel. Comment il faut faire les différents calculs. Vous voyez, toutes les parties qui sont en violet là, ça, c'est les cases à remplir. Toutes les cases qui sont en violet sont à remplir. J'ai dit tout à l'heure, les cases qui ne sont pas remplies, on les a déjà assurées. Mais tout ce que vous voyez en violet là doit être forcément rempli, renseigné. Si ce n'est pas renseigné et que vous n'aurez pas votre budget. Donc, la partie que vous avez vu, on a mis des tirets, tout ça, dit tout à l'heure, tout ce qui est total, c'est généré automatiquement. Et tout ce qui est pourcentage, c'est généré aussi automatiquement. Donc, et toutes les parties qui sont en violet, vous devez pouvoir les remplir. Donc, j'avais dit que pour éviter que vous fassiez des erreurs, pour éviter que vous fassiez des erreurs, on a pré-rempli les formules à l'intérieur, de sorte que dès que vous allez insérer les choses, automatiquement, les totaux vont sortir et les pourcentages aussi vont sortir. C'est pour vous aider. Voilà un peu pour la trame du budget. On va décortiquer aussi les autres parties de ce budget. Alors, on va aller rubrique par rubrique, ou nature de dépenses, on va aller par nature de dépenses maintenant. La première nature de dépenses, c'est investissement immobilier. Donc, on n'attend pas investissement immobilier, tout ce qui est achat ou location de terrain, de maison, d'un bureau, tout ce qui est travaux de réfection ou d'amélioration d'un bien immobilier. Donc, si par exemple, vous payez le loyer de votre bureau sur fonds propres, ça peut être valorisé, je l'avais dit tout à l'heure, dans la partie financée par le porteur du projet. Et vous avez vu que c'est assuré au niveau de PISCA parce qu'on a dit que le PISCA ne finance pas tout ce qui est investissement immobilier. Donc, pour la première nature de dépense, investissement immobilier, voilà ce qu'on peut y mettre. Donc, tout ce qui est achat ou location de parcelles, de maisons, de bureaux, tout ça, ou réfection, c'est dans investissement immobilier qu'il faut le mettre. C'est dans cette première nature de dépense qu'il faut le mettre. Mais je rappelle, on le rappelle toujours, hein, c'est pédagogique, que le PISCA ne finance pas tout ce qui est investissement immobilier. Cela dit, quand on dit le PISCA ne finance pas, c'est une dépense inéligible pour le PISCA, mais qui peut être éligible pour le porteur de projet que vous êtes et être valorisé. Très bien. Alors, on va sur la deuxième ligne. Ça concerne personnel et salaire. Et vous allez voir aussi que c'est assuré du côté du PISCA parce que, comme je l'ai dit précédemment, le PISCA ne finance pas tout ce qui est salaire du personnel. C'est inéligible pour le PISCA. Cela dit, ça peut toujours apparaître dans le budget, mais dans la partie porteur du projet pour être valorisé. Donc quand on dit le PISCA ne finance, donc cette rubrique concerne donc tout ce qui est salaire, charges patronales, de l'organisation, tout ce qui est gratification hors per diem, on dit bien hors per diem, des bénévoles ou du personnel qui est mobilisé, tout ce qui est ressources humaines mobilisées dans le cadre du projet. Donc, leur salaire, leur per diem, leur gratification plutôt hors per diem, c'est ça qu'il faut inscrire là au niveau du personnel. Et j'ai dit que c'est assuré côté PISCA parce que le PISCA ne finance pas, c'est inéligible pour le PISCA, mais que ça peut toujours apparaître sur votre partie porteur du projet. Si c'est salaire du coordonnateur, vous pouvez le mettre en unité. Si on l'a dit, si c'est l'unité, c'est le mois et le nombre d'unités et le mettre, le montant au niveau du porteur du projet. Donc, c'est là que je disais tout à l'heure que vous pouvez valoriser le temps de travail de vos bénévoles ou de vos RH, que ce soit coordonnateur du projet, comptable ou toute autre personne qui peut être mobilisée dans le cadre du projet. C'est là que vous mettez leur salaire et vous valorisez ça. Hein? Voilà. Troisième ligne, cette fois-ci, c'est équipement, donc kit d'installation. Donc, sont à inscrire
dans cette rubrique ou dans cette ligne plutôt, tout ce qui est équipement que vous allez fournir aux bénéficiaires finaux. Donc, tout ce qui est équipement en fonction du projet, en fonction du projet, si c'est un projet de maraîchage, si vous devez acheter des gants, des bottes, je ne sais pas, des tourniquets ou je ne sais quoi, tout ce que vous pouvez, enfin, tout ce qui est équipement destiné aux bénéficiaires finaux, c'est bien dit écrit destiné aux bénéficiaires finaux, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, c'est ici qu'il faut le mettre. Donc, quelqu'un qui parlait peut-être, on veut peut-être faire, je dis n'importe quoi, on veut sécuriser un site maraîcher en faisant des fils de fer barbelés pour entourer ça. Et donc, tout ce qui est équipement qu'on doit fournir aux bénéficiaires finaux, c'est ici qu'il faut les mettre. Voilà, on veut acheter, on veut mettre en place de biodigesteurs et tout ça, c'est ici qu'il faut mettre. Tout ce qui peut entrer en ligne de compte pour l'installation, pour la mise en place donc, de cela, c'est ici qu'il faut mettre. Donc, il faut détailler cette partie au maximum et rajouter des lignes aux besoins. Évidemment, comme je l'ai dit, d'accord, on a mis 2 lignes par truc, c'est à titre indicatif. Vous pouvez à 3, 4, 5 lignes en fonction de ce que, de la nature, de l'envergure, de la nature de votre projet. Et dans la colonne unité, vous devez inscrire le type d'équipement. Si c'est brouette, vous mettez brouette. Ça, vous mettez ça. Et vous mettez en unité, si c'est pièce, vous mettez unité. Donc, il faut, tout ce qui est équipement, il faut le désigner de façon explicite et dire, voilà, telle chose. C'est ça qu'il faut mettre. Donc, il ne faut pas mettre, par exemple, kit d'installation de ceci de façon globale comme ça, et on ne sait pas dans le kit là, il y a quoi et quoi. Non, il faut décomposer, il faut mettre tous les éléments de ce kit là, il faut les mettre ligne par ligne, et mettre le nombre, le prix unitaire, la quantité que vous voulez. Donc, c'est très important, cette rubrique-là, par rapport à la compréhension du budget. Donc, veillez à mettre les kits, les noms, désigner explicitement ce que vous voulez acheter et mettre l'unité, le nombre d'unités que vous voulez. Troisième ligne, cette fois-ci, alors, non, ouais, c'est ça, c'est quatrième plutôt, excusez-moi. Donc, c'est études ou expertise. Alors, cette ligne est dédiée aux porteurs du... Enfin, si dans le cadre de votre projet, vous avez prévu de financer une étude, une enquête, ou en tout cas, tout ce qui est étude dans le cadre du projet, c'est ici qu'il faut pouvoir le mettre. Si vous avez prévu d'embaucher des consultants, des formateurs pour le projet, c'est ici qu'il faut les mettre pour inscrire leur honoraire. Tout ce qui est étude, c'est ici qu'il faut les mettre. Donc, mais on revient sur un point de vigilance, c'est que pour les PDME honoraires, vous ne devez pas dépasser 25% du budget. Donc, on le répète toujours pour vous permettre d'avoir ça en idée. Quand on dit per diem ici, tout ce qui est frais de restauration, d'hébergement, de déplacement du consultant, c'est là. Tout ce qui est honoraire du consultant, c'est aussi là qu'il faut pouvoir le mettre. Donc, voilà, dans cette rubrique, ce que vous devez renseigner, tout ce qui peut être études, tout ce qui peut être recherche dans le cadre du projet, c'est ici qu'il faut pouvoir le mettre et le détailler de façon claire et précise avec les coûts qui doivent être affectés à cela. Alors, la cinquième rubrique, ça concerne les activités, oui. Et les activités, je pense que ça, c'est ça qui doit... enfin, ça couvre la grande partie du budget. Elle doit être très détaillée aussi, la partie activité. Et je suppose, ou je sais que c'est la partie qui est la plus remplie parce qu'on a plus d'activités que les rubriques précédentes et même les rubriques suivantes. C'est au niveau des activités qu'on a beaucoup de choses à écrire. Donc, il faut reprendre l'intitulé de chaque activité qui est dans votre stratégie d'intervention. Donc, ce qui est inscrit dans le cadre logique ou dans la stratégie d'intervention. Donc, c'est ça que vous reprenez exactement. Donc, activité 1 du résultat 1, vous l'inscrivez. Vous avez vu, il y a activité 1. Donc, vous mettez tout là. Tout ce qui entre en ligne de compte pour l'activité 1, vous mettez ça là. Donc, vous écrivez le titre de l'activité et par rapport à ça,
Si c'est former 30 producteurs sur telle chose, vous inscrivez ça. Et tout ce qui entre en ligne de compte avec ça, vous inscrivez ça. Il faut insérer les lignes supplémentaires en fonction du nombre d'activités que vous avez prévues. Et insérer aussi les lignes en fonction des types de dépenses pour chaque activité. Donc, c'est très important d'y veiller. Donc, pour me résumer, la partie activité, il faut que ce soit des activités, il faut être logique, enfin, il faut que ce soit des activités qui sont vraiment inscrites dans votre cadre logique, dans votre stratégie d'intervention, que vous ramenez ici. Mais si vous mettez dans la stratégie d'intervention ou dans le document de projet, peut-être là-bas, 2 formations, et que dans le budget, vous mettez 4 formations, il y a incohérence. C'est source de non-sélection de votre dossier. Donc, veillez à ce qu'il y ait cette compatibilité, cette cohérence entre ce qui est inscrit comme activité dans le cadre logique ou dans la stratégie d'intervention et les activités ou les postes budgétaires qui sont prévus dans le budget. Donc, cette cohérence est très importante, d'autant plus que s'il y a un déphasage entre les activités prévues dans le cadre logique et ce qui est prévu dans le budget, c'est quelque part, il y a incohérence. Et quand il y a incohérence, ça veut dire que votre projet n'est pas bien réfléchi. Donc, veillez à reporter les activités qui sont inscrites dans votre stratégie d'intervention ici pour pouvoir faire le contenu de ces activités. Alors, de façon plus concrète, on va aller avec un exemple. C'est un exemple et on va revenir sur l'exemple, on va revenir tout à l'heure à la fin de la communication sur le budget dans son ensemble. Donc, on a pris par exemple la partie activité. Activité 1, donc appuyer la mise en place de 2 coopératives de maraîchers. Ça, c'était une activité dont on a parlé précédemment lors de la présentation du premier webinaire. Par rapport à cette activité, par exemple, on a prévu tout ce qui peut entrer en ligne de compte par rapport à cette activité-là. Pour appuyer la mise en place de ces 2 coopératives, on a prévu qu'il y aura déplacement du coordonnateur sur la zone d'intervention du projet et d'une animatrice. Et ce qu'on a budgété là, c'est leur déplacement. C'est ça qui est l'unité. Le nombre d'unités, c'est 32. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi c'est 32, ou sinon je vous l'explique en même temps. C'est 2 personnes qui vont faire déplacement 2 fois, donc 2 allers-retours, et pour faire 4 rencontres. Ça fait 8 fois 4, ça fait 32. Donc, 2 personnes vont se déplacer 2 fois en 2 allers-retours et ils vont faire 4 rencontres. Ils vont se déplacer 4 fois. Donc, c'est ça qui fait les 32. Et c'est du n'importe quoi qu'on a mis comme coût unitaire. Hein. On suppose que c'est 500 francs. Ça dépend de où est-ce que vous êtes pour aller sur le site. C'est 500 francs le coût unitaire. Donc, sur les 10 mois, ils auront à dépenser pour le déplacement 16 000 francs. Vous voyez? Et on a prévu, par exemple, dans le cadre de cette activité de mise en place des coopératives, les frais de collation pour 40 personnes. Si on est dans 2 coopératives de 20 personnes, et on a prévu 320 en termes d'unités, on vous calcule, ça fait 40 personnes par 2 groupes, et fois 4 rencontres, puisque c'est 4 fois qu'on fait ces réunions-là. Donc, c'est ça, fois 1500 pour chaque collation. C'est ça qui est le montant total qui est à droite au niveau du coût total qui est généré automatiquement là. Et pour cette activité aussi, on a prévu de louer 40 chaises à chaque rencontre. Donc, la même chose comme pour la collation avec le coût unitaire d'une chaise qui est à 100 francs. Voilà. Donc, vous comprenez que ici, là où il y a le vert ici, c'est combien d'unités au cours du projet. Donc, tout au long des 10 mois, là, combien d'unités on aura par rapport à cette activité, combien de fois on aura, combien de chaises on aura à louer sur les 10 mois, là. C'est ça qui est ici. Ici, à gauche, au niveau du chaise, ça, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça varie en fonction de la dépense. En haut, c'était par exemple déplacement. En bas, par exemple, c'est chaises. Donc, en fonction de la nature des dépenses, vous mettez l'unité qui est ici. Plus à droite, là où on a mis 100 francs, ça, c'est le coût estimé pour une unité
de l'unité qui est précédemment ici, donc la chaise. Donc, c'est ça. Et ça génère automatiquement le montant total ici. Et donc, ça, c'est le nombre d'unités par le coût unitaire pour chaque ligne. Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une formule automatique. Dès que vous renseignez les 3 premières, automatiquement, ça génère le coût total au niveau de cette rubrique. Et vous allez voir que un peu plus en haut, là où on a mis l'activité, vous avez vu que le coût total est apparu aussi automatiquement. Pour cette activité, on a besoin de 528 000 pour réaliser l'activité 1. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment il faut remplir un peu la rubrique des activités. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'activité, la mise en place de 2 coopératives, des maraîchers, des Wekodji, de Grand Popo, c'est un exemple au hasard. Hein? Et nous avons comptabilisé donc, le déplacement sur zone du coordonnateur d'une animatrice et on vous a expliqué comment on a trouvé ce chiffre qui est là. Les frais de collation, on vous a expliqué comment on a trouvé les chiffres, combien de rencontres il y a durant les 10 mois et comment on a pu trouver les chiffres. Les frais de location de chaises pour faire cette activité, on a aussi dit comment on l'a trouvé et comment on l'a calculé. Voilà un peu un exemple. On va revenir à la fin de la présentation sur un exemple beaucoup plus détaillé sur toutes les rubriques de l'intitulé avec les activités, et toutes les rubriques, toutes les natures de dépenses. On va faire ça à la fin de notre exposé. Voilà. Alors, on va peut-être faire la rubrique 6 et après ça, on verra si on va observer une pause d'abord et revenir pour clôturer avec les autres rubriques et l'exemple qu'on va vous montrer. Donc, il y a la rubrique 6, communication. On avait dit que, on a dit dans les lignes directrices que 3% minimum du budget doit être alloué à la communication. Évidemment, on a mis 3% minimum, on n'a pas mis le maximum. Oui, mais c'est le minimum qui est ici. Donc, c'est 3% que vous devez allouer à la communication. Donc, et on n'attend pas communication, tout ce qui est frais qui sont liés à la couverture médiatique de votre projet, que ce soit pour la presse écrite, la télévision, la radio, les réseaux sociaux, ou si vous voulez faire des flyers, par exemple, de présentation de votre projet, tout ça, c'est ici, au niveau de la rubrique communication et visibilité, qu'il faut pouvoir les mettre qu'il faut pouvoir les faire. Si vous voulez faire peut-être des capsules vidéo, donc tout ce qui concerne les frais d'élaboration d'outils de communication, vous voulez faire des clips, vous voulez faire des capsules, vous voulez faire je ne sais pas, des virgules que vous pouvez passer dans des radios, tout ça, c'est ici que ça se fait. Donc, c'est ici qu'il faut pouvoir les budgéter et pouvoir leur affecter des coûts. Donc, et on a dit que le pourcentage, je le rappelle, donc, du sous-total doit indiquer un chiffre supérieur ou égal à 3%. C'est supérieur ou égal parce que nous avons dit le minimum, c'est 3%. Mais vous pouvez aller à 5%, je ne sais pas, en fonction un peu de votre projet. Voilà. Mais après, vous n'allez pas mettre 15% pour faire de la com. Non. Mais c'est le minimum qui est dit. C'est vrai que les lignes directrices n'ont pas dit le maxi, mais voilà. De façon logique, hein, vous n'allez pas consacrer 15% à faire de la communication autour d'un projet de 15 millions. Enfin, je dis n'importe quoi, on ne sait jamais. Mais voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la rubrique communication et tout ce qu'on peut y mettre. Donc, je propose qu'à cette étape, donc, qu'on observe peut-être une pause pour vous permettre un peu de vous dégourdir les jambes, de prendre un bol d'air. Et après, on va enchaîner sur les autres rubriques et les points d'attention que nous avons par rapport à l'élaboration du budget dans son ensemble. Et on va finir par un budget type, comme je l'ai dit, qu'on va vous projeter et vous montrer un peu comment on a pu écrire telle partie, la nature de chacune des dépenses, comment on a pu les mettre jusqu'à la fin. Donc, 10 minutes ou 15 minutes,
dans 15 minutes. Donc, on se retrouve à 11h40 pour continuer avec la communication. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure. S'il vous plaît. Merci. Oui, allô? Oui. Oui, c'est une proposition. Oui. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de la présentation du budget. C'est une proposition. Oui, allez-y. Si on allait à la fin, oui, et si on allait à la fin de la présentation du budget, là, on revient avec des questions. Et ça nous permet ça nous permettait. Oui. Oui. J'ai dit. Oui, j'ai compris votre préoccupation, mais oui, vous avez dit que nous sommes pratiquement à la fin. Vous n'avez pas le plan de présentation de la communication. Donc, moi c'est parce que je sais que derrière, il y a aussi un certain nombre de slides à dérouler et puis des explications et la présentation donc, du truc là, du budget dans son ensemble. Un exemple type que je dis, il faut qu'on observe une pause. Après, on va enchaîner sur les autres rubriques et vous exposer un budget type et suite à ça, les questions vont venir. Donc, voilà, c'est ce que je propose comme approche méthodo pour permettre aux autres d'être plus concentrés et de pouvoir suivre. Sinon, ce n'est pas facile d'enchaîner pendant 2 heures, 3 heures une communication. Enfin, à suivre une communication, voilà, c'est aussi pour vous permettre voilà, de changer d'activité d'abord et de revenir après pour être bien apte à suivre la suite, quoi. Parce que la suite aussi, c'est très important. C'est pourquoi je proposais cette pause. Monsieur Wazir. Oui. Oui, monsieur Wazir, vous me suivez? Oui, je vous suis. Oui, c'est pertinent votre proposition. Une pause en ce moment bien à point nommé, franchement. Il faut qu'on pose le Très bien. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous à 11h40. Merci. 11h40. Des terrains, des locaux. Donc, à vous de voir en fonction des coûts que ça pourrait représenter ou la valeur que ça pourrait représenter, ce qui vous convient davantage. OK. Est-ce qu'on peut intégrer la location de véhicules pour l'équipe projet? Maintenant, si c'est location, est-ce que c'est pour le suivi ou bien pour la mise en œuvre? Parce que si c'est pour le suivi dans le coût indirect, et là, vous prévoyez un forfait pour pouvoir faire face, pour faire le suivi, si c'est mensuel que vous voyez ça. Vous prévoyez un forfait pour louer le véhicule pour aller sur le site, si c'est vraiment truc là. Mais si c'est prévoir pour faire fonctionner, ça va faire partie des coûts directs, non. Si c'est des coûts indirects, pour le suivi, les frais de gestion, oui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. OK. Donc, si c'est pour la mise en œuvre du projet, non. Pas dans les activités, mais voilà, dans la coordination. C'est-à-dire dans la partie coût indirect qui ne peut pas dépasser 10% du coût total du projet. Donc là aussi, c'est limité. Ouais. OK. Est-ce que je peux revenir maintenant à ma question? Oui, allez-y. Oui, en fait, j'ai 2 questions. La première question, ça concerne... On ne vous reçoit plus. Bon, en attendant que... Je disais... de projet qui a voulu... S'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre question depuis le début. Vous avez été coupé, souci de connexion probablement. D'accord, OK. Okay. Je disais tantôt que j'aimerais poser 2 questions. La première question est relative à l'inéligibilité des salaires que le projet a posté. Maintenant, est-ce que vous pensez, le porteur du projet qui a déjà, par exemple, recruté un animateur qui spécialement pour mettre en œuvre le projet, pour le suivi, etc., etc., etc. Est-ce que ce qu'on va lui payer, quel nom nous allons donner à ce qu'on va lui payer? Ça, c'est la première question. Une sous-question à cette question est de savoir est-ce que ce dernier, cet animateur sera déclaré?
Parce que si c'est salaire, il faut le déclarer normalement. Est-ce que si ce n'est pas salaire, mais comment cela sera traité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne location des salles. Je prends un porteur de projet qui dispose des centres de formation elle-même, c'est-à-dire qui a des salles de formation et lui-même plutôt, le porteur, et qu'il décide maintenant de former les bénéficiaires, par exemple, sur l'utilisation des éléments, c'est-à-dire des différents produits maraîchers ou je ne sais pas, etc., et qui souhaite animer la formation à l'intérieur. Est-ce que il faut mettre ça dans la valorisation ou bien, je ne sais pas comment ça va être traité? Il ne faut pas mettre, mais vous avez le choix de valoriser l'exemple que vous êtes en train de donner. Si c'est le même exemple qu'on a donné sur la disposition d'un local, vous pouvez mettre ça dans la valorisation. Donc oui, ça c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas obligation, mais si vous êtes à la recherche de contrepartie parce que vous n'êtes pas en train d'atteindre les 10% de contrepartie, voilà, vous pouvez aller dans ce sens. Maintenant, la première question, c'était de savoir si un porteur de projet a déjà recruté un animateur avant d'obtenir le projet, ce qu'on lui paie, comment on l'appelle, et est-ce qu'il faut le déclarer. Moi, je pense clairement que dans le cadre de ce projet de 10 mois, on a été clair, les salaires ne sont pas éligibles. Les salaires ne sont pas éligibles sur le PISCA en tout cas. Le porteur de projet peut le faire et le valoriser. Il veut le valoriser. Maintenant, ça, c'est s'il a du personnel permanent. Donc, mais par contre, il y a des indemnités, des per diem qui peuvent être payés à la personne là, dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, des déplacements qui peuvent être payés, des forfaits qui peuvent être payés par rapport à des activités ponctuelles qu'il fait. Mais on ne peut pas avoir un personnel, en tout cas, on ne peut pas payer un personnel permanent sur les fonds du PISCA. Et ça ne serait qu'être mis dans la partie des coûts indirects pour les frais de coordination ou de suivi, par exemple. Si vous confiez la tâche du suivi de l'activité de terrain à votre animateur, mais ça ne peut pas dépasser 10%. Et ce ne sont pas des coûts salariaux, c'est plutôt, comme on l'a dit, des frais de déplacement, des frais téléphoniques, etc. Donc, voilà. OK, merci. Ici, s'il vous plaît. Oui, j'ai une question. La question au niveau du budget, point 4, études ou expertise. Oui. Là, vous avez dit, je suppose que c'est un formateur. L'honoraire du formateur serait payé. Au cas où le formateur n'est pas sur le lieu, n'habite pas dans la zone d'intervention du projet, je suppose que le formateur doit quitter Cotonou. Ça peut être un agronome qui doit quitter Cotonou. Son honoraire pour la formation est connu. Est-ce qu'il faut, lui, à travers ce projet-là, payer, assurer son déplacement et son hébergement? De toutes les façons, dans tous les contrats de prestation intellectuelle, quand vous lancez un recrutement d'un consultant, sa prestation homme-jour tient compte de l'hébergement, de la restauration, et donc normalement, lui-même doit prendre en charge tout ce qui est dans le forfait qu'il a proposé. Bon, c'est la pratique. Maintenant, c'est à vous de voir dans la négociation avec la personne que vous auriez identifiée, comment vous voulez vous organiser. Si le montant que vous lui attribuez pour sa prestation, ça ne concerne que la formation, la préparation et le rapportage, et ensuite le reste est à sa charge. Donc ça, c'est des négociations, et c'est à vous de voir qu'est-ce qui serait, selon vous, le plus avantageux pour éviter que ça ne vous fasse grossir les coûts affiliés à cette dépense. L'autre aspect de la question, c'est que effectivement, ce formateur, ça peut être peut-être une personne à l'intérieur de la structure que vous décidez de valoriser. Peut-être vous pouvez valoriser 16 heures de prestation, donc son temps de formation, et peut-être budgéter son hébergement et sa restauration. Donc, à vous de voir en fonction des contraintes que vous avez par rapport à l'élaboration de votre budget, si vous prenez tout en charge, en fait, dans la conception du budget, est-ce que c'est un formateur externe
Si c'est un formateur externe, vous devez prévoir et ces per diem qui comprennent hébergement, restauration, déplacement. OK, merci. Ma préoccupation, c'est surtout là. Là, c'est dans quelle rubrique? Est-ce qu'il faut mettre ça au niveau des activités? C'est-à-dire, si c'est un formateur interne et qu'il faut valoriser, est-ce qu'il faut mettre l'hébergement, le déplacement au niveau de l'activité? Point 5, c'est là qu'il faut mettre. Quand vous allez faire la prestation avec la personne que vous voulez recruter, vous allez faire un contrat. Dans ce contrat, il y aura toutes les rubriques mentionnées, c'est-à-dire que l'honoraire qui sera payé comprendra la formation, comprendra le déroulement des modules, comprendra l'hébergement, comprendra la restauration, etc. Donc là, ça va se situer au niveau du montant que vous avez inscrit dans la rubrique 4. Maintenant, si vous décidez de scinder et que vous lui dites ton contrat, ça ne comprend uniquement que la prestation intellectuelle, mais pour tout ce qui est hébergement, restauration, etc., c'est nous qui prenons ça en charge avec nos barèmes ou bien notre hôtel pour ne pas que ça vous fasse dépenser trop. Là, vous mettez ça dans les activités, liées à la formation qui est de cette prestation et vous mettez les montants qui vont vous permettre de prendre en charge la personne que vous allez recruter et c'est là que vous détaillez ce coût. Et que ce soit bien en cohérence, c'est-à-dire que l'intitulé que vous allez mettre dans la prestation intellectuelle au niveau 4, ce soit le même intitulé dans le niveau 5 des activités pour qu'on comprenne bien qu'il y a une cohérence entre les deux et dans la partie narrative que vous expliquez bien aussi cela. D'accord, merci bien. Allô? Oui, allez-y. Alors, bonjour. Oui, bonjour. J'ai deux préoccupations. Alors, la première, c'est par rapport à la présentation de M. Rémy. Et lors de la présentation, M. Rémy donnait un petit exemple. Et par rapport à cet exemple, il y avait des commentaires. C'est-à-dire que les points les dépenses étaient présentés dans le draft lors de l'exemple. Et il y avait des commentaires pour mieux expliquer ce qui est mis. Et dans le canevas qui est envoyé, nous n'avons pas cette partie commentaire-là. Comment ça va se passer pour mieux rendre explicite ce que nous mentionnons dans le budget afin que les examinateurs comprennent mieux. Parce que l'exemple était suivi de commentaires. Il faut dire par exemple que le nombre et le nom par rapport à l'unité était tant, l'unité de mesure était telle chose, ainsi de suite. Voilà, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à la mise en œuvre même des activités. Je prends une activité banale, un atelier de formation. Et à cette activité, l'équipe du projet devait normalement assister. Hormis les frais de coordination et de suivi général par rapport au projet, qu'est-ce qui peut être budgétisé par rapport à la présence sur le terrain des membres de l'équipe de projet pour coordonner cette activité? Est-ce que sur la partie activité, est-ce qu'on peut budgétiser par exemple les per diem de terrain et les frais de déplacement de l'équipe de projet, puisqu'ils ne sont pas pris en charge par rapport au salaire du PICA. Merci. Pour la première question, c'est quelle colonne il s'agit là? Je pense que vous parlez de la cohérence entre ce que vous allez inscrire dans le budget et les annotations qui étaient dans le document PowerPoint où il y avait le détail des calculs. C'est bien ça? Bien sûr, c'est bien ça. Oui, en fait, c'est là, quand vous allez faire votre budget, il faut autant que possible être explicite
dans les intitulés pour ne pas prêter à confusion, mais surtout le raccrocher à la partie narrative dans la partie activité où là, vous allez détailler un petit peu parce que vous êtes aussi limité par le nombre de pages, donc il ne s'agit pas de faire un pavé pour chaque activité, mais qu'on comprenne globalement et que quand on rapproche la partie narrative du budget, qu'on sache qu'il y a une cohérence. Ok. Est-ce que ça peut aller? Oui, ça peut aller. Oui. La deuxième question, c'est si vous prévoyez une formation, par exemple, sur le terrain, est-ce qu'il faut budgéter, par exemple, des frais de... enfin, quelle rubrique il faut budgéter? Non, évidemment, c'est clair, vous avez prévu une formation et en fonction de qui et qui sont indispensables pour assister à cette formation, vous prévoyez le déplacement, ça c'est clair. C'est lié à l'activité, donc vous prévoyez le déplacement de la personne ou des personnes de l'équipe qui doivent aller à cette formation-là. Et évidemment, les autres rubriques sont dedans. Si évidemment il y a des collations pour les participants, tout ça, les équipes du projet aussi sont dedans. Et si vous devez louer des chaises, bâches, tout ça, c'est en fonction du nombre de personnes. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attribuer des PDM de terrain? Là, on a dit qu'il faut éviter, parce que les PDM sont plafonnés à 25%. C'est plafonné à 25%. Donc, tant que vous êtes dedans, tant mieux. Mais si vous sortez des 25%, c'est là où c'est un peu compliqué. Donc, voilà ce que moi, je pourrais dire voilà, relativement à la question de PDM. PDM, là, je suis d'accord, mais il faut vraiment les limiter pour être dans le coût, parce que ça fait partie des motifs pour lesquels plusieurs projets ont été recalés. Il y a eu trop de PDM, et voilà. Allô? Moi, j'ai deux questions, s'il vous plaît. Oui. Et au cours de votre présentation, M. Rémy, vous aviez donné l'exemple de l'achat de 2 PC où la structure peut-être a un PC à valoriser et détient peut-être ses papiers d'achat et un autre a le fonds PISCA. Et cet achat, on va, si je prends ce cas-là, par exemple, on va renseigner ça au niveau du budget. Est-ce que c'est coût indirect ou équipement? Non, c'est des coûts indirects, ce n'est pas dans les équipements. Ok, d'accord. L'autre question, je veux vraiment, excusez-moi, parce que je n'avais pas très bien compris. La valorisation des salaires, quel que soit le lui donner, si c'est salaire, si c'est forfait, si c'est PDM, peu importe. Mais comment le projet qui veut prendre ça en charge dans les 10% là, comment vraiment il peut valoriser ça? Avec quel papier, tout ça? Aidez-moi à comprendre, je vous en prie. Bon, je pense qu'on avait déjà répondu à cette question. Comme on l'a donné dans notre exemple sur le budget ici, on a dit le coordinateur du projet contribue à hauteur de 200 heures à un coût unitaire de 4 500 francs. Donc, ça fait sur les 10 mois 900 000. Bon, vous fournissez un document type une facture que vous détaillez en disant voilà la contribution sous forme de valorisation. Notre coordinateur sera mobilisé à raison de 200 heures pour un coût unitaire de voilà et avec le montant et c'est ça. Il n'y a pas d'autre biais justificatif puisque de toutes les façons vous ne pouvez pas fournir un contrat de travail qu'il aurait puisque ça ne correspondrait pas avec peut-être la contribution que vous voudriez faire puisque là ça ne serait ou alors vous dites par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous avez un coordinateur de projet que vous allez mettre à contribuer sur ce nouveau projet et vous dites, bon, on veut faire prendre en charge une quote-part de son salaire. Peut-être on dit c'est 2%, peut-être c'est 5%. Et là, ça correspond sur 10 mois à telle chose. Donc là, vous finissez son contrat de travail et vous dites le projet propose de mettre une quote-part de 2%, 3%, 4%. Bon, c'est tout. Et ça représente tant. Et voilà, par exemple. C'est ça, exactement. Donc, si par exemple, dans un contrat précédent, le coordonnateur il était à 500 000 le mois, donc on sait que ça fait 40 heures par jour, par semaine. Donc, par rapport à ça, bon, dans le cadre de ce projet, il sera à 4 ans. Donc, vous prenez sa fiche de paie, vous savez que ça fait le 4 ans, ça fait le cas de son salaire chaque mois sur les 10 mois. Et vous calculez ça en fonction de ça. Donc,
vous ajoutez sa fiche de paie ou un de ses anciens contrats et puis un papier qui récapitule le temps qu'il va occuper sur le projet. Et puis voilà, c'est sur cette base que vous fixez le montant. D'accord. OK, vraiment, merci beaucoup. Et pour finir, c'est ça, la trame du budget qui est, comment on appelle-t-on, la nouvelle version que nous allons télécharger. La trame du document projet n'est pas... Non, elle n'a pas été modifiée, non. Mais pour le budget, c'est... Oui, attention aussi parce que je pense dans l'autre webinaire, je pense qu'il y a un participant qui s'est trompé de fiche de projet parce que puisqu'il y a eu 2 appels cette année, donc il faut veiller à ce que ce soit l'appel qui est en cours qui finit le 20 novembre là, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, okay. Bonjour. Oui. Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, j'ai quelques questions. Allez-y, rapidement. Merci pour la présentation d'abord. C'est à propos de la valorisation. Je suppose que l'OSC a un animateur. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut en même temps valoriser son salaire et peut-être ses per diem et, comment dirais-je, peut-être même les honoraires des experts pour la formation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que c'est au niveau du fichier Excel là. Est-ce qu'en insérant les lignes pour pouvoir mieux décrire les dépenses qu'on aura effectuées, est-ce que ça là, ne va pas modifier les formules que vous avez insérées au niveau du fichier? Merci. Si vous ajoutez des lignes dans le fichier, vérifiez que les formules sont toujours actives et que ça prend en compte la totalité des cellules que vous voulez ajouter au calcul total. Par exemple, là, je prends la rubrique 2, nous on a mis 3 RH à contribution. On imagine qu'on veut en mettre une 4e. Quand on crée la ligne, il faut vérifier que la formule est toujours intégrée et que dans le calcul du pourcentage ou bien du total, du sous-total, que toutes les cellules sont bien prises en compte et que ce ne sont plus 3, mais bien 4 cellules qui sont prises en compte pour éviter des erreurs de calcul. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Mais en principe, bon, si vous faites bien ce travail, vous ne devez pas avoir de difficultés. Non, cela dit, il faut être vraiment vigilant parce que quand on essaie, ça fausse. Bon, ça peut fausser les calculs. Donc et maintenant, pour la question de la valorisation, je pense qu'on est suffisamment revenu là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a une préoccupation supplémentaire par rapport aux réponses qu'on vient juste d'apporter à vos prédécesseurs. Mais oui, vous pouvez valoriser le temps de travail et on a donné un exemple à la personne qui vous a précédé. Donc, je pense que ça peut aller avec ça. Si vous n'avez plus de questions, je pense qu'il est l'heure. Donc, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. Comme on l'a dit, le document PowerPoint sera... Allô? Oui, allô? Oui, le document sera mis à disposition sur le site de l'ambassade. Les questions et les réponses qui ont été apportées seront également mises à disposition. Je rappelle que pour la précédente session, le document PowerPoint est déjà disponible et les questions et les réponses aussi sont disponibles. Donc, voilà, nous allons vous remercier pour votre participation. Je vais laisser mon collègue dire un dernier mot et on va clôturer. Non, ben, enfin, je remercie d'abord les participants pour avoir suivi cette série de 2 webinaires, les encourager vraiment à appliquer et à déposer leur candidature avant le 20 novembre, forcément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les représentants de la maison de la société civile ou l'ambassade dans la mesure du possible. Pour ce qui est du budget, je vous le rappelle, il faut veiller à aller télécharger la nouvelle trame qui est en ligne actuellement sur le site de l'ambassade.
Pour les modes d'envoi, vous les connaissez tous, c'est des envois purement électroniques. Donc, il faut veiller à le faire avant la date pour que si jamais vous avez des problèmes, vous puissiez plutôt aller copier, aller déposer à la guérite de l'ambassade. Donc, nous vous souhaitons plein succès dans cette rédaction. Par rapport au budget, veillez vraiment, puisque c'est en Excel, vraiment à vérifier la cohérence de tous les calculs que vous avez faits, de tous les montants que vous avez mis, pour que une petite erreur ne fasse pas, voilà, ne vienne pas vraiment gâcher tout l'effort que vous avez fait. Et pour aussi le document de projet, veillez à insérer tous les annexes qui ont été demandées. Veillez à insérer les annexes pour que ce ne soit pas à cause des annexes que vous avez été recalés. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter plein succès, bonne rédaction et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Jérémy. Voilà à toi. Merci bien. On remercie également notre collègue Maëlys pour la prise de notes et on vous souhaite beaucoup de succès dans le remplissage et la rédaction de vos projets. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.